Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors la semaine dernière déjà, je vous parlais de l'œuvre La Madone de Brando. Cette œuvre qui a été réalisée en 1500, qui a été créée pour un couvent situé en Corse. Et la Corse a estimé que cette œuvre appartient au domaine public puisqu'elle se trouvait dans ce couvent. Elle a obtenu le retrait de ce retable d'une vente sur décision du ministère de la Culture. Et la vente devait avoir lieu fin mars. Et donc elle a été annulée alors qu'elle était menée par Debec et associés. Mais la maison de vente a justement réagi et vivement réagi. Oui, alors selon leur recherche, le tableau provient du couvent Saint-François de Brando, désaffecté et puis abandonné après la Révolution. La maison de vente précise que c'était l'époque du Concordat, donc c'est-à-dire un traité qui organise les relations entre l'État et l'Église au tout début du XIXe siècle. Selon un décret, les biens provenant d'églises encore en fonction tombent dans le domaine public. En revanche, les biens d'églises qui ont été supprimés, qui ne sont pas en fonction, ont été affectés à des paroisses qui peuvent donc les revendre pour se procurer des ressources. Le tableau aurait donc été revendu dans ce cadre-là à une famille lyonnaise. Et l'étude Debec et associés conserve aujourd'hui le tableau comme séquestre en attendant que le litige soit résolu. À suivre donc j'imagine avec vous sur les prochaines semaines, Sybille. Autre sujet et autre actualité du monde de l'art cette semaine, la collection d'Alain Delon est en vente. Oui, elle est en vente aux enchères par la maison Cornette de Saint-Cyr qui appartient depuis une petite année à Bonhams, qui se charge de la vente. C'est 60 ans de collection qui font d'abord un peu le tour du monde avant d'être vendus à Paris le 22 juin. On estime le résultat de la vente entre 4 et 5 millions d'euros. Et alors, quelles sont les œuvres phares que l'on va pouvoir découvrir au sein de cette vente, Sybille ? Alors, il y a environ 80 œuvres d'art, des dessins de la Renaissance italienne, des dessins de grands maîtres français du 19e siècle. Dans les œuvres phares, on retrouve une œuvre de Paolo Cagliari qui est dit véronaise, Saint-Georges terrassant le dragon à la plume et à l'encre, une estimation entre 40 et 60 000 euros. Une huile sur toile de Camille Corot qui s'intitule Gênes les Apennins, estimée entre 100 et 150 000 euros. Cheval arabe attaché à un piquet qui a été réalisé par Eugène Delacroix, une estimation entre 400 et 600 000 euros. Et puis une œuvre de Raoul Dufy réalisée en 1906, La plage de Sainte-Adresse, estimée entre 600 et 800 000 euros. Et enfin, Sybille, justement, enfin 100% des lots qui ont été vendus pour la vente consacrée à Marc Chagall. Oui, alors qu'en ce moment, il est question de peut-être démonter l'œuvre de Marc Chagall qui orne la coupole du Palais Garnier. Eh bien, les œuvres de ce peintre ont plus que jamais la cote. Une vente a été organisée par Christie's qui s'intitulait Chagall et la musique et ce fut un succès. 100% des lots ont trouvé preneur avec un résultat de plus de 5 millions d'euros, soit plus du double de l'estimation haute. Parmi les 50 lots, 2 œuvres ont été présentées par le Musée national Marc Chagall à Nice et l'œuvre phare, Orphée, maquette définitive pour la mosaïque de la maison John Neff, a été vendue pour 378 000 euros. Merci pour ces actualités donc, du monde de l'art, Sybille. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Marion Papillon. Bonjour Marion Papillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes galeriste, mais vous êtes également présidente du comité professionnel des galeries d'art. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands chantiers donc, du comité professionnel des galeries d'art ensemble. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient ce comité, quelles sont les grandes missions ou la grande mission du comité professionnel des galeries d'art ? Alors d'abord, le comité professionnel des galeries d'art représente plus de 320 galeries sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un nombre d'acteurs relativement important. Et on va des antiquaires jusqu'à l'art contemporain. Donc ça veut dire qu'on représente une très grande diversité d'acteurs. Des petites galeries, des moyennes galeries, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les méga-galeries. Et puis plus récemment, on accueille aujourd'hui, en tout cas les nouvelles galeries étrangères qui s'installent notamment à Paris, adhèrent très vite au comité puisqu'elles se rendent compte de l'utilité d'appartenir à cette organisation professionnelle, puisqu'on est donc une organisation professionnelle, c'est l'équivalent un petit peu d'un syndicat, on peut le dire. Vous défendez les intérêts des galeristes ? Exactement, on a une mission de défense des intérêts, on est l'interlocuteur privilégié évidemment des pouvoirs publics, mais aussi des différents acteurs en fait qui composent l'écosystème aujourd'hui autour des arts visuels. Et les arts visuels, c'est au sens large, puisqu'encore une fois, on parle du patrimoine avec l'art ancien, mais aussi l'art contemporain et des artistes aujourd'hui qui sont encore vivants et qui sont des créateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur le paysage des galeries en France ? Combien de galeristes en France ?
Alors c'est toujours un petit peu difficile parce que la définition même d'une galerie n'est pas forcément si évident. Nous, aujourd'hui, au comité, on considère représenter 80%, voire plus de 80% des galeries, ce qu'on appelle de promotion, c'est-à-dire des galeries qui vont défendre des artistes, qui vont, même s'ils sont morts, elles vont défendre une succession, une création, un courant, etc. Donc elles vont vraiment faire un travail de recherche, souvent très complémentaire des musées. Donc voilà, les galeries sont vraiment des acteurs aujourd'hui qui accompagnent la création d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà. Donc, on représente toutes ces galeries-là. Évidemment, ensuite, il y a d'autres types de galeries qu'on va trouver alors à différents endroits, notamment en région. Des gens qui sont plus du côté de la brocante ou des gens qui vont promouvoir un art plus local, plus territorial. Voilà. Mais aujourd'hui, les galeries d'art sont... nous, en tout cas, on représente des galeries qui, en effet, défendent des artistes qui rentrent dans les musées, qui vont beaucoup à l'étranger, qui s'exportent autant que possible. Voilà, c'est à peu près cette population-là qu'on représente. Et en termes de poids sur le marché de l'art, ça représente combien de pourcentage à peu près? Alors aujourd'hui, d'une manière générale, et d'ailleurs le rapport du marché de l'art de Clément Andrew vient de sortir, c'est un rapport qui est diffusé par Art Basel, qui sort tous les ans, et donc cette année il vient de sortir. Globalement aujourd'hui, le marché des galeries d'art est à peu près équivalent à celui des maisons de vente. Donc ça se joue toujours à quelques pourcentages, mais aujourd'hui, en France, on a à peu près autour de 2,1 milliards de chiffre d'affaires représentés par les galeries d'art. Et encore une fois, je parle vraiment de l'ensemble de tous les acteurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux enjeux quand même. En 2023, il y a les ventes en ligne, justement, il y a les maisons de vente aux enchères, il y a les galeries d'art qui font du second marché, il y a tout ça qui se croise un peu. Est-ce que le métier de galeriste a beaucoup évolué depuis ces 2 dernières années, ou peut-être 10 ans? Oui, bien sûr. Alors d'abord parce qu'il y a eu l'arrivée des foires, qui sont aussi des acteurs aujourd'hui très importants et donc qui sont des partenaires à la fois des galeries, puisque les galeries sont clientes des foires. Bien sûr, les foires n'existeraient pas sans les galeries. Mais en même temps, nous aussi, on a besoin des foires pour se développer, pour aller chercher de nouveaux clients, pour vendre à l'étranger, etc. Donc il y a besoin de grands événements comme ça, de grands rendez-vous pour faire venir tout le monde en fait dans un même endroit sur quelques jours. Oui, pas que, mais bien sûr, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, c'est une forme de consommation et aussi parce qu'on n'a pas parfois le sentiment que c'est plus facile de franchir les portes d'une foire d'art contemporain ou d'art moderne plutôt que d'aller dans une galerie qui semble parfois un peu plus intimidante. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait d'autres événements fédérateurs. Par exemple, à la fin du mois de mai, on va faire le Paris Galerie Weekend. C'est l'occasion justement d'accueillir le public dans les galeries, de leur ouvrir les portes bien grand et de leur montrer qu'on est là pour les accueillir toute l'année. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que les galeries sont des lieux qui sont gratuits, ouverts toute l'année, avec une programmation riche, puisque les galeries font en général en moyenne, on va dire 5-6 expositions par an. Donc quand on a, nous au comité par exemple, plus de 320 galeries, c'est déjà une programmation très riche et dense toute l'année. Le rôle des foires va être particulièrement important, de plus en plus important pour les galeries? Il va être important pour toucher de nouveaux clients, pour rencontrer aussi des professionnels, puisque les professionnels se déplacent sur ce type d'événement, c'est pour eux l'occasion de pouvoir voir beaucoup d'artistes et beaucoup de galeries au même moment. C'est souvent l'occasion de rencontrer ses clients de demain. Pas forcément des gens qui vont acheter tout de suite, mais qui ensuite avec qui on va pouvoir affiner un petit peu les œuvres qu'ils cherchent et pouvoir leur proposer des choses par la suite. Un mot avant peut-être de passer à un sujet un peu plus fiscal sur le sujet, pour reprendre la question de Sybille sur l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, l'information à disposition finalement des collectionneurs. Est-ce que ça a changé le rôle du galeriste ? Je crois que c'est devenu... le numérique était complémentaire à notre activité. On fait encore une activité qui est très physique. Les gens viennent voir les œuvres, ils ont besoin de les voir en vrai. Mais bien sûr, les réseaux sociaux ont permis de toucher les gens partout, de pouvoir un petit peu élargir notre audience. Et j'espère toucher aussi un public plus large et qui sera nos acheteurs de demain, les amateurs de demain, etc. Alors, qui dit foire, dit vente à l'international, etc., dit TVA. On y arrive. On y arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, quel était le schéma actuel et vers quoi va tendre si le décret européen, dont on a vraiment beaucoup entendu parler il y a quelques semaines, va être amené à passer? Alors déjà, il faut rappeler que les œuvres d'art, c'est un peu comme le livre. On considère que c'est un produit à part. Et donc, en effet, jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'une TVA à taux réduit. C'est-à-dire que quand les galeries achètent une œuvre d'art à un artiste,
S'il est assujetti à la TVA, on a une TVA réduite. Et si on importe des œuvres de l'étranger aussi, on bénéficie d'une TVA à taux réduit. Si on l'achète un artiste vivant? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Non, si on importe un Picasso, on va aussi payer une TVA à taux réduit. D'accord. Donc l'objectif était aussi de dire que quand on importe des biens culturels, c'est qu'on enrichit son patrimoine. Donc il y avait cette volonté, cette exception culturelle de dire qu'on ne se posait pas forcément la question que de la valeur, mais c'était aussi du patrimoine que cela apportait à la France. Donc jusqu'à présent, on bénéficiait de ce taux réduit. Et puis les marchands utilisent un système qu'on appelle le système de la marge, c'est-à-dire qu'ils payent une TVA seulement sur la marge, donc sur la différence entre le prix où ils achètent et le prix où ils le revendent. Donc on a une directive européenne une TVA qui, elle, était à 20%. Qui était à 20% oui, voilà. sur la marge, exactement. Et la directive européenne, qui donc a été votée à l'unanimité en avril 22, pose 2 conditions. Elle demande à chaque État de choisir quelle TVA à taux réduit, quel objet va bénéficier d'une TVA à taux réduit. D'accord. Donc les œuvres d'art pourraient en bénéficier, jusque-là tout va bien, mais en revanche, elle empêche le cumul d'une TVA à taux réduit et de ce fameux système sur la marge. Donc il faut trouver d'autres solutions. Alors on est sur une directive européenne, il faut que la France la transpose, elle l'applique dans la loi. Et donc c'est pour ça que nous sommes en discussion aujourd'hui avec le ministère de la Culture et Bercy pour trouver la meilleure solution pour ne pas venir bouleverser un marché de l'art qui va en France plutôt bien, plutôt mieux, qui avait ce taux de TVA plutôt compétitif et donc attractif. Et donc on souhaite voir comment rester évidemment dans le cadre de cette directive, mais appliquer quelque chose pour le marché de l'art qui fonctionne. C'est pourquoi on demande à nos ministères d'appliquer dorénavant une TVA réduite à 5,5, mais sur 100% de la facture et non plus simplement sur la marge. Ce qui n'est même pas acquis. C'est-à-dire qu'en fait, les œuvres d'art se retrouvent en concurrence avec les livres ou la restauration, par exemple. Bien sûr, mais c'est surtout que, encore une fois, on veut aujourd'hui favoriser l'entrée des œuvres sur le territoire. Il faut savoir qu'une œuvre, si elle ne rentre pas par la France, elle va rentrer par un autre pays. L'objectif, c'est que la France soit un peu la figure de proue de l'Europe. Qu'elle reste, puisqu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis le Brexit, depuis la sortie du Royaume-Uni, la France, c'est 50% du marché de l'art en Europe, parce qu'on a aujourd'hui ces conditions qui sont favorables, parce qu'on a une dynamique aujourd'hui qui est favorable. On l'a vu avec l'installation d'Art Basel, on l'a vu avec l'arrivée d'un certain nombre de galeries à Paris. Donc voilà, donc comment conserver cette dynamique finalement, et on doit le faire par la TVA. On se rend bien compte dans d'autres pays que, par exemple au Brésil ou au Japon, dans tous les pays, le marché de l'art est lié à sa TVA. Au Japon, par exemple, ils vont certainement supprimer toute TVA pendant les foires d'art, parce que c'est le seul moyen finalement de permettre une activité à l'international. Donc nos interlocuteurs politiques l'ont bien compris. Ils ont compris qu'on parlait d'attractivité, de compétitivité. Donc il fallait trouver des solutions qui ne soient pas en train justement de conserver un système finalement équivalent à celui d'aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien. Pour vous, ça serait vraiment des conséquences directes sur le marché de l'art français? Si cette TVA, si nous n'arrivons pas à cette transposition telle qu'on l'envisage, on sera obligé d'augmenter la TVA à l'importation, on sera obligé de sortir du système actuel. Les artistes devront facturer une TVA à 20%, donc il y aura forcément une répercussion. Soit les marges disparaissent, et donc évidemment c'est plus intéressant de vendre, soit on est obligé d'augmenter les prix. Et alors que le même produit finalement pourra être vendu par un concurrent étranger à un prix plus bas puisque la TVA sera plus basse. Il ne faut pas oublier que l'acheteur final, quand c'est un particulier, même quand c'est un musée, il ne récupère pas cette fameuse TVA, donc il la paye. Donc si elle augmente, il va payer plus cher. Et donc une manière de répondre à cette directive, qui soit quand même dans l'axe de la directive, c'est 5,5 à l'importation, à l'achat, et 5,5 ensuite à la vente, mais sans prendre en considération. Et sur 100% de la facture, et non plus simplement sur la marge. On a une idée du timing sur lequel, quand on sera fixé justement sur le sujet? Donc nous sommes en discussion actuellement avec les ministères. L'objectif est de trouver, de finaliser cette transposition dans le cadre du PLF, donc du projet de loi de finances 2024, qui sera donc discuté au Parlement à l'automne, et finalisé en toute fin d'année. Donc on devrait avoir des premières indications à l'automne et on verra effectivement en fin d'année si ça va dans le bon sens ou non. On avait jusqu'au 1er janvier 25 pour appliquer la directive, mais nos ministères ont bien compris l'intérêt d'avancer vite, de statuer vite et de ne pas fragiliser, encore une fois, un secteur qui
qui est plutôt dynamique aujourd'hui. Et le gouvernement vous écoute, les échanges se passent bien. Sont riches et c'est toujours intéressant quand on parle de culture de pouvoir discuter à la fois avec le ministère de la Culture et à la fois avec Bercy, ce qui ne nous arrive pas tous les jours. Merci beaucoup Marion Papillon d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente du comité professionnel des galeries d'art, mais vous êtes également galeriste. Merci beaucoup. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.